Alain de Vulpian. Merci beaucoup. On va maintenant parler de l'évolution de notre rapport au temps, temps de travail, temps personnel. Justement, très intéressant cette notion de pièce en plus, soit pour s'adonner à un hobby, mais un hobby qui a pris une place évidemment bien plus importante dans notre vie personnelle. L'imbrication aujourd'hui du temps professionnel et du temps personnel. On va en parler avec un spécialiste de cette question, Fabien Deloche, qui me rejoint tout de suite. Fondateur de la chaire Management durable et de la chaire Management et santé au travail de l'Université de Savoie, Université de Grenoble. Bienvenue à vous. Vous avez dévoré des yeux, écouté avec toute votre attention tout à l'heure Alain de Vulpian. Et comme je vous ai eu au téléphone pour préparer votre intervention, je comprends mieux pourquoi, puisqu'il me semble effectivement vous travaillez sur des thématiques relativement proches et connexes. Tout d'abord, voilà, question un peu ouverte et un peu basique. Est-ce que pour vous aujourd'hui, la fameuse formule du travailler plus pour gagner plus est définitivement caduque? Enfin, c'est même presque en train de devenir quelque chose de ringard. Je pense qu'en termes de tendance, on l'a bien dit tout à l'heure, je pense que en tout cas c'est une formule qui en 2030 ne sera pas très vendeuse. Alors moi je vais peut-être focaliser sur l'organisation, effectivement marquer les tendances de changement qui sont peut-être qui ont été évoquées tout à l'heure. Pour bien comprendre en fait la tendance liée au travail, c'est qu'on a eu, on l'a expliqué tout à l'heure, une sorte de contamination du monde personnel par le monde professionnel, notamment lié aux technologies qu'on a citées tout à l'heure, les technologies portables. On a le téléphone et l'ordinateur est venu dans le... On ramène le bureau à la maison. C'est exactement ça. On s'en est plaint pendant un moment, certains s'en plaignent encore, mais finalement aujourd'hui on est plutôt dans une tendance d'acceptation de cette tendance-là. Les gens aiment bien checker leur mail dans leur WC le matin avant de partir au travail ou dans les transports en commun. Et puis on a parlé d'autorégulation, je pense qu'effectivement on arrive à une autorégulation aussi de cet outil-là. On arrive, en tout cas on est en train d'avoir cette autorégulation-là. Mais il y a un renversement maintenant en fait de cette tendance-là, en tout cas de ce que nous, comme on le voit, c'est que il y a maintenant une contamination du monde perso au monde de l'entreprise, ce qui est nouveau. On disait tout à l'heure justement qu'il y avait une appropriation des gens, c'est plus je veux apporter ma contribution, c'est-à-dire à la fois par les nouvelles technologies, c'est qu'effectivement avec les smartphones, avec les montres connectées, avec Twitter et Facebook, maintenant c'est pas rare de voir des jeunes raconter leur vie du travail sur Twitter toute la journée. Donc ça, c'est déjà une réalité, mais en dehors de ça, la tendance est haute. C'est-à-dire que les gens ont accepté effectivement un peu de contamination du perso sur le monde. Alors je dis contamination entre guillemets parce que c'est un côté péjoratif, mais ce n'est pas toujours le cas, du pro sur le perso. Et en fait, ils veulent l'inverse. C'est-à-dire que maintenant aussi, ils veulent bien cette contamination-là, mais en même temps, moi j'exige de m'épanouir au travail. Et ça représente, en tout cas, moi j'ai traduit ça en sorte de 4 grosses exigences des générations actuelles et je pense des générations futures. Alors, quelles sont ces exigences? La première exigence, Alain de Vulpian en a parlé tout à l'heure, c'est la quête de sens. Ça, c'est principalement ça, c'est-à-dire que je veux, alors le sens... Je peux vous donner 3 orientations, en tout cas, pour pouvoir guider sur quoi travailler. La quête de sens, c'est quoi? C'est déjà, on recherche un but légitime. C'est-à-dire, quand je vais dans mon organisation travailler, je veux savoir quel est le but légitime de mon organisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, but légitime? Ça veut dire, non seulement je veux savoir où on va, mais en plus, je veux le pourquoi en 2 mots, pourquoi travaille du bien. C'est pas simplement avoir une activité de production, c'est du bien. Comment je contribue, comment mon organisation contribue à un monde meilleur, entre guillemets, puisque si on parle de développement, le but de tout développement à la base, c'est quand même le bien-être de l'humanité, pour ceux qui l'ont oublié. Deuxième orientation, dans le sens, c'est la quête des valeurs. Alors je peux donner deux axes dans les valeurs, c'est déjà du respect. Ça paraît
du bon sens de dire ça, mais je pense que le bon sens ne s'applique pas automatiquement dans toutes les organisations, donc il faut le rappeler. C'est du respect. Et l'autre, en sens des valeurs, c'est je veux arrêter de me faire du marketing organisationnel. Je veux simplement de la concordance entre les actes et les paroles, entre vos paroles et vos actes. Juste ça. Ne survendez pas un poste, ne me racontez pas plus ce que vous êtes capable de faire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes informés. Nous, des fois, quand j'interviens en université, je parle d'une chose et puis les jeunes disent « Oui, mais j'ai été regardé sur Wikipédia, c'est pas tout à fait ça ce que vous avez dit. » Donc maintenant, en gros, je pense qu'il faut comprendre qu'on ne peut plus prendre les gens pour des cons. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Bon, il va falloir s'habituer à ça. Et la troisième orientation sur le sens, c'est on recherche aussi la valeur. Alors la valeur, c'est quoi? C'est ma valeur ajoutée. C'est-à-dire que je veux apporter ma contribution, je veux savoir à quoi je sers et que ce soit consistant. Voilà. Et donc ça, c'est le sens. 3 orientations, il y en a plein d'autres sur le sens. Tout à l'heure, on a parlé souvent, quand j'abordais ce mot-là, spiritualité, c'était un gros mot avant. Et je suis content que ça a été ouvert tout à l'heure, comme ça je peux en parler aussi. Ça, c'est un autre sens, mais qui demanderait un peu plus de développement. Deuxième exigence, donc le sens, première exigence. Deuxième exigence pour moi, et pour nous, c'est de l'espace pour soi dans l'entreprise, dans les organisations. Alors c'est quoi de l'espace pour soi? Premièrement, c'est je veux que l'entreprise soit pour moi un espace de développement personnel. Voilà, je veux que l'entreprise puisse m'offrir ça en partie, un environnement capacitant où je puisse me développer. Deuxième espace pour soi, c'est je ne veux plus d'emploi à vie, ça ne veut plus rien dire. Maintenant, par contre, je veux de l'employabilité à vie. Je veux être capable de partir aujourd'hui si je le veux, comme je veux être capable de rester en évoluant. C'est ça le truc. Et ça, c'est pas qu'une responsabilité, bien entendu, de l'organisation. C'est une responsabilité copartagée. On ne peut pas se déposséder, et ça, c'est peut-être un petit peu notre douleur à nous. On s'est trop dépossédé en tant qu'individu, et c'est ce qu'on reprend, ce qu'Alain de Vulpian a expliqué tout à l'heure. On s'est trop dépossédé de notre pouvoir personnel. Et puis quelque chose de nouveau, les sociologues qui sont dans la salle vont peut-être aussi reprendre ça, mais c'est il faut aussi un espace on a un terme d'un sociologue qui dit de solaboration. Alors qu'est-ce que c'est ce truc-là? Solaboration, c'est un petit peu complémentaire à la collaboration, c'est qu'on veut, dans les organisations, notamment dans les open space, trouver un espace où je peux être seul pour réfléchir, pour travailler, pour être tranquille, pour pouvoir ensuite amener dans le collectif ma puissance individuelle. Je ne veux plus être écrasé par le collectif et j'ai besoin de cet espace-là. Alors on a parlé de bureau partagé, bureau d'espace en plus à la maison, etc. Ça correspond à ça aussi. Ce n'est pas forcément dans l'entreprise, ça peut être aussi en dehors de l'entreprise. Ou dans les gares peut-être aussi. Troisième exigence également qu'on peut avoir, c'est le pouvoir de bien travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des gens se disent empêchés de faire un bon travail. C'est laissez-moi travailler. On nous réclame dans les formations. Avant, c'était comment je peux manager mes collaborateurs. Maintenant, c'est comment je peux manager mon chef pour qu'il me laisse tranquille et qui arrête de me mettre des freins parce que l'énergie est là et j'arrive pas à la disperser, à la donner dans l'organisation. Donc c'est, en gros, je veux des actions utiles et consistantes. Je veux pas faire mes actions ne doivent pas être du vent. Je dois participer et je vois en quoi je participe concrètement à quelque chose. Je veux faire un travail comme il faut. Donnez-moi le moyen de travailler comme il faut. La qualité du travail, Yves Clos dit, il faut discuter aussi de la qualité du travail attendu aussi de manière collective. Et puis, il faut des acteurs légitimes et crédibles. Quand je dis acteurs légitimes et crédibles, c'est des gens compétents et responsables. Ça, c'est peut-être aussi difficile d'en avoir, puisque là, de plus en plus, nous n'allons pas pouvoir faire illusion. Et enfin, quatrième élément des exigences, c'est la qualité du lien
On en a parlé de la relation. À chaque fois qu'on parlait des petits reportages, c'est l'amélioration de cette qualité du lien. Qualité du lien, c'est la qualité de la relation. Qualité relationnelle, c'est d'avoir un environnement relationnel capacitant. La qualité de vie au travail est essentiellement donnée par la qualité des relations. Ce qui donne un environnement capacitant, c'est quoi un environnement capacitant? C'est un environnement qui va me permettre de me libérer mon énergie individuelle dans le collectif, qui va permettre de libérer aussi le collectif et de créer les synergies du collectif. Alors ça passe par des nouveaux process, et là il y a vraiment des refondations, en tout cas du fonctionnement du travail collaboratif, collectif et individuel, un nouveau mode d'interaction aussi inventé. On est là-dedans, on est en train d'inventer ça, parce que ce qui existait ne fonctionne plus assez bien. Des nouveaux espaces de discussion où on est capable de parler du travail, aussi bien avec la tête de la raison, le côté quantitatif, mais aussi bien avec le côté émotionnel, relationnel et spirituel. Et enfin, des nouveaux modes aussi dans le lien, c'est aussi un nouveau mode de travail avec les parties prenantes. C'est intégration des parties prenantes dans tout ce qu'on fait. Pas seulement de la gouvernance, c'est plus les actionnaires qui doivent décider, c'est ensemble, on en fait tous partie, les clients, les fournisseurs, les citoyens, et comment on travaille et on met ces nouveaux espaces-là de discussion. Il y a du boulot. L'idée, pour finir, c'est que les gens, en gros pour résumer, c'est que les gens ne veulent plus perdre leur vie en la gagnant. Voilà, c'est ça. Et que le projet de vie professionnelle n'est plus opposé à la vie personnelle, mais le projet de vie professionnelle n'est qu'un élément aujourd'hui de ma vie professionnelle. C'est la grosse nouveauté. On n'oppose plus, c'est maintenant, et je veux que cette contribution à mon épanouissement personnel fonctionne. Alors évidemment, tout ça, c'est infiniment séduisant comme perspective d'une nouvelle entreprise, d'un nouveau lieu de travail dans lequel, effectivement, je serai d'abord dans cette quête de sens, de valeur, d'espace-temps pour moi, etc. J'ai quand même envie de mettre en parallèle cette très belle démonstration avec le contexte économique du chômage de masse, pour commencer. Qu'est-ce que ce chômage de masse modifie dans notre rapport au travail? Est-ce que par définition, il ne contribue pas à perpétuer ce que vous appelez, vous, le management par la peur? Et puis alors, on entend bien tout ce raisonnement, travailler moins, vivre mieux, et en même temps, on a un peu le sentiment dans les médias ou un peu autour de nous qu'on n'a jamais autant entendu parler qu'aujourd'hui de burn-out, de harcèlement moral, de souffrance au travail. Alors comment tout ça est compatible ou vaguement cohérent? Alors, il y a deux questions en une, là, pour le coup. Donc, je vais essayer de répondre à la première, puis je rebondirai sur la souffrance au travail. Et puis, peut-être justement, on va parler aussi de bien-être. On va continuer aussi de parler de bien-être. Alors, sur le rapport entre le chômage de masse et notre rapport au travail, alors moi je ne suis pas un expert là-dedans, mais j'ai envie de retourner la question aussi, c'est est-ce que peut-être notre rapport au travail conduit aussi au chômage de masse? Est-ce que vraiment l'organisation, l'ambiance politique autour du travail nous donne envie d'aller travailler? Et le management, est-ce qu'il nous donne envie de travailler? Je ne suis pas sûr de ça. Et peut-être que si on travaillait sur ce désir d'envie, sur les 4 exigences que je vous ai données tout à l'heure, peut-être que les gens auraient un peu plus envie de venir travailler s'ils n'étaient pas empêchés aussi de vouloir travailler. Les gens ont envie de travailler. Après, je peux faire une deuxième réponse, effectivement, c'est bien entendu que le chômage de masse, c'est quoi? C'est de la peur. C'est de la peur, et du coup, on a une sorte de fonctionnement avec la peur. Alors la peur dans les organisations, c'est un excellent outil de discipline. Eh oui, aujourd'hui une partie du management dans les organisations, c'est un management par la peur, mais c'est en train de changer. C'est en train de changer aussi avec les nouvelles générations. Pour anecdote, j'étais il y a quelques temps avec un manager qui me dit ces nouvelles générations, quand même, c'est quand même bizarre. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il y avait un gamin qui faisait pas ce que j'attendais. Je lui ai dit, si t'es pas content, tu pars. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Il est parti, le con. Et en fait, là où, en tout cas, mes générations encore et celles de mes parents, pliaient la tête et restaient, les nouvelles générations disent si t'es pas capable de donner du sens, effectivement, si je suis pas content, je m'en vais. Et je demande même pas l'autorisation généralement. Et ça fait la grosse différence, c'est-à-dire que les nouveaux managers disent punaise, le management par la peur ne fonctionne plus.
Donc c'est-à-dire que c'est qu'il y a une sorte, j'ai l'impression qu'il y a une immunité des nouvelles générations. C'est-à-dire que je crois que nos enfants sont nés là dans la crise. La crise, pour eux, c'est un état de fait. Il n'y a pas forcément la peur. Ils ne comprennent pas trop cette peur-là de leurs parents. Ils n'ont pas envie d'hériter des peurs de leurs parents. Et du coup, ils s'en foutent un peu, quoi. Et ce qu'ils réclament, c'est du sens. C'est-à-dire, t'as peur, je m'en fous, je veux pas la prendre. Garde-la toi, mais moi, j'ai pas peur. Et moi, je veux du sens et je le réclame. Est-ce qu'ils ont tort ou raison? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça participe à la métamorphose de tout à l'heure. Alors, pour ce qui concerne la deuxième question sur la souffrance au travail, bien entendu que la souffrance au travail est plutôt, pour moi en tout cas, un symptôme justement d'un besoin de métamorphose. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que les aspirations et les intentions au bien-être sont là. Mais bien entendu que le système dans lequel on est, il n'a pas envie de se laisser faire comme ça. Parce qu'on a peur aussi de changer et on ne sait pas encore comment mettre en place cette métamorphose aussi au quotidien, concrètement. Donc c'est ce à quoi nous on travaille au niveau des chairs. Il y a un philosophe des sciences qui dit, Jean Stone, qui dit que le dragon est mort, mais même mort, la queue du dragon continue à faire des dégâts. C'est un petit peu cette idée-là aussi de la souffrance au travail, mais bien entendu que la souffrance au travail est un symptôme d'un fonctionnement des organisations pathogénique. C'est pathogénique, sinon on ne serait pas malade. Alors, donc, quand on accompagne des personnes en souffrance, nous, on paraphrase un petit peu Krishnamurti, où on dit « c'est un signe de bonne santé de ne pas être adapté à un monde malade ». Il ne le dit pas tout à fait comme ça, mais nous, on le dit comme ça. C'est-à-dire que si vous êtes malade, c'est tant mieux, parce que si vous étiez adapté à ce monde-là, ce serait grave. Parce que peut-être on ne ferait pas la mutation, la métamorphose. Alors, pour autant, dans cette approche de la souffrance, il faut bien entendu s'en occuper. C'est bien de faire en sorte que les gens n'aillent plus mal, d'accord? Mais c'est encore mieux de faire en sorte qu'ils aillent bien. Parce que la santé, le bien-être, ce n'est pas l'absence de maladie. Et dans nos approches aussi, c'est là où on se trompe encore, mais il y a encore du progrès, c'est qu'en gros, on regarde un peu trop les obstacles. La souffrance, c'est un obstacle. Et comme sur la route, si vous avez passé votre permis de conduire, on vous dit, s'il y a un obstacle sur la route, surtout ne regardez pas l'obstacle, sinon vous foncez dedans. Et bien finalement, en regardant trop la souffrance, aussi, on autogénère de la souffrance. L'être humain se comporte comme il est évalué. Regardons l'objectif. Notre objectif, on l'a dit tout à l'heure, notre objectif, c'est le bien-être, c'est notre épanouissement. Donc il faut travailler, et ça c'est un engagement de passer d'un monde, d'une approche de la santé au travail pathogénique à ce qu'on appelle un monde, une approche de la santé au travail salutogénique. C'est le mot pour dire bien-être au travail. Et là-dedans, en fait, souvent dans les organisations, on essaye de dire c'est pour les managers. Non, il ne faut surtout pas laisser le management qu'aux managers. C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. À partir du moment où vous dépossédez de votre pouvoir personnel de citoyenneté organisationnelle, vous n'amenez pas votre contribution. Donc c'est cet éveil-là dont on a parlé tout à l'heure, c'est nous devons apporter notre contribution pour modifier les organisations. Ça viendra du peuple, ça viendra des gens, effectivement. Alors deux questions en une, vous aimez bien ça pour terminer. D'abord parce qu'on vous entend parler du refus du management à l'ancienne, ce management par la peur. Si tu n'es pas content, pars. Eh bien, effectivement, peut-être que de plus en plus, les gens partiront. Qu'est-ce qui a changé, du coup, vous qui êtes universitaire, dans la formation déjà des DRH d'aujourd'hui, et d'autant plus dans la formation des DRH de demain et des managers, justement pour intégrer tous ces nouveaux éléments dont nous parlons depuis ce matin, la quête de sens, la quête de valeur, la quête de bien-être, développer un espace et du temps pour soi?
Alors, je crois qu'on est en train de construire ça, hein. On est des petits acteurs de la métamorphose par petites touches là-dessus. La grosse problématique, c'était de dire tout le monde veut du bien-être. Tout le monde sait que le bien-être permet une meilleure performance durable, mais personne ne sait comment faire. Donc on a essayé de nous s'intéresser au comment faire au travers de la chaire de management durable en lien avec l'IAE de Savoie-Mont-Blanc et la chaire management et santé au travail avec l'IAE de Grenoble, de dire comment, et on a pensé que c'était par la formation que ça devait se faire, formation initiale et formation continue, et on a travaillé sur les nouveaux process. Alors, sur quoi travailler ? Quelle est l'œuvre là-dedans ? En fait, on s'est aperçu qu'on formait essentiellement de ce que les Américains appellent les spreadsheet managers, c'est les managers Excel. On forme des managers d'indicateurs, essentiellement dans les cursus de formation initiale, des gestionnaires, pas des managers d'êtres humains. On forme des RH qui sont plutôt des responsables du droit du travail, qui deviennent des juristes intégrés, plutôt que des gens qui travaillent à une gestion humaine des ressources. C'est-à-dire que la dimension humaine ne pouvant pas être réduite à un objet de gestion dans les universités, elle est qu'évoquée comme quelque chose de... On va saupoudrer, en fait, dans le discours surtout, et très peu dans les actes, cette formation. Donc il y a une refonte des formations, et c'est quoi la refonte ? C'est essentiellement de travailler sur la dimension humaine, c'est essentiellement de travailler sur le savoir-être en relation avec soi et avec les autres. Aujourd'hui, on est écrasé par cette nouvelle bureaucratie. On a parlé de processus, de qualité, etc. Même s'il en faut, il ne faut pas annuler tout ça, il en faut un petit peu. Mais aujourd'hui, on s'en sert un peu trop. Mais trop de réglementation est aussi le symptôme du fait qu'on n'arrive pas à s'autoréguler. L'autorégulation dont on a parlé tout à l'heure, c'est le pouvoir, on a en nous. Nous aussi, on est une petite cellule qui s'autorégule à chaque instant. Quelle que soit la température extérieure, on a toujours 37 degrés. Donc faisons confiance à ce pouvoir-là. Alors comment faire ? C'est pour créer cet environnement capacitant du bien-être au travail, c'est travailler sur la qualité relationnelle. Et moi, mon petit dada, c'est de travailler sur le développement d'estime de soi des managers. Pourquoi ? On s'est aperçu que c'était l'effet de levier. C'est, entre guillemets, souvent je résume vulgairement ça, c'est rien de scientifique, mais souvent c'est pas les gens qui sont bien dans leur basket qui font chier le monde. C'est assez parlant, effectivement. L'idée c'est ça, c'est-à-dire que si je suis pas bien dans mes baskets, je suis forcément pas bien en relation avec l'autre puisque je vais en avoir peur qui me remettent en cause. Si je suis bien dans mes baskets, je suis bien dans ma relation. C'est ça le principe de base. D'autres l'ont découvert le siècle dernier, bientôt un siècle, dans le monde de l'éducation, de l'école et de la famille. C'est la même chose. On a parlé tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que les jeunes sont différents ? C'est le milieu familial qui est différent aussi. Et ça touche aussi à ce développement de l'estime de soi, aussi de la famille. Je vous interromps alors, à ce stade-là, très brièvement, je pense à ce que disait Alain de Vulpian tout à l'heure sur cette financiarisation de l'économie qui avait interrompu, un peu comme un accident de l'histoire, cette métamorphose de nos sociétés. Alors j'entends ce que vous nous expliquez, je pense que vous êtes un merveilleux professeur justement pour aider ces managers d'aujourd'hui ou de demain à développer l'estime de soi. On entend tous aussi un peu des histoires comme ça de grandes entreprises américaines où aujourd'hui, voilà, c'est mon lieu de travail, mais je peux avoir des cours de yoga, on va m'offrir sans doute des possibilités pour faire garder mon enfant, on va nous donner l'occasion d'avoir des stages pour apprendre à nous connaître entre salariés d'un même service. Et en même temps, on le sait, les objectifs commerciaux financiers seront de plus en plus compliqués et j'aurai une pression qui sera de plus en plus forte. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une espèce, je me fais l'avocate du diable consciemment et volontairement, une espèce aussi un peu d'hypocrisie à masquer un monde du travail qui serait de plus en plus difficile par des à-côtés qui seraient comme ça vaguement plus séduisants ? Oui. Oui, mais c'est un peu comme ce qu'on appelle le greenwashing aussi. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont venues à faire des paquets verts, à expliquer qu'ils étaient un peu plus verts, etc., alors qu'ils ne changeaient pas grand-chose à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y avait des actes des paroles sans des actes et sans sens à l'intérieur. Mais je crois qu'ils
ils vont être contaminés positivement. Donc ça commence par là. Il y a des gens effectivement qui ont décidé de mettre des plantes vertes pour dire ah, ça y est, on s'occupe des personnes. Bon, ça peut commencer par là, mais les gens vont voir beaucoup plus après. Donc c'est plutôt un signe. Bon, oui, nous sommes pressés, mais en même temps, le mouvement est en marche et c'est aussi des bons signaux, quoi. Alors justement, peut-être pour finir sur des bons signaux, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces pays européens qui vous inspirent, vous, à la fois chercheurs, enseignants, formateurs de management? Voilà, il y a, c'est vrai, cette espèce de cliché, de topos que les pays d'Europe du Nord, depuis déjà bien longtemps, étaient vraiment pionniers dans cette capacité à rendre le travail, les rythmes de travail plus épanouissants. Vous savez, c'est ce qu'on dit sur les pays du Nord, le Danemark, la Suède, où on peut sortir tôt du travail pour aller chercher ses enfants, ce qui ne veut pas dire qu'on sera accusé d'être une grosse feignasse, à l'inverse des bureaux français, où il y a souvent une espèce de prime à celui qui va rester le plus tard. Souvent d'ailleurs, c'est un homme, sans qu'il y ait forcément de mesure de sa productivité. Est-ce qu'il y a encore cet écart, par exemple, entre le Nord et le Sud? Quels sont aujourd'hui les pays qu'il faut prendre en exemple sur ces bonnes pratiques? Alors, je ne sais pas s'il faut prendre. Après, c'est des bonnes pratiques. Après, je pense qu'on a inventé quelque chose qui corresponde aussi à notre culture à nous, pour que ce soit notre costume à nous. On parlait tout à l'heure d'adapter, avoir des gares qui nous ressemblent. Bah, c'est un peu la même chose. Donc, oui, on peut copier, mais c'est vrai qu'il y a là, on s'aperçoit vraiment que le travail, il n'est pas simplement sur le dessus de l'iceberg, à travailler sur les pratiques et les postures, mais qu'il faut aussi travailler sur une refondation culturelle, effectivement, de notre façon de voir le travail et de ce qu'est un bon cadre. Nous, un bon cadre en France, effectivement, c'est celui qui travaille plus pour ce pourquoi il est payé. Hein, on a un ratio de taux horaire qui est moins intéressant qu'ailleurs, d'ailleurs. On ne le voit pas comme ça, généralement. Et si vous êtes travaillé avec des anglo-saxons, justement, et c'est ça dans les équipes pluridisciplinaires, c'est là où ça commence à changer, parce que le monde ouvre aussi à ça, puis les autres disent, mais ils m'ont fonctionné. Si vous travaillez plus que ce pourquoi vous êtes payé, les gens vont venir vous voir en disant, mais t'as pas d'amis? T'as pas de famille? C'est-à-dire que t'as un vide personnel que tu combles autrement, c'est une béquille le travail pour toi? Ou alors, il y a un problème de surcharge? Ou alors, il y a un problème de compétence. C'est-à-dire que quelque part, celui qui travaille plus dans les mondes anglo-saxons, c'est celui qui n'est pas un bon cadre. Donc, forcément, il faut travailler son rapport à ça. Et c'est quoi qu'on vient chercher quand on travaille plus? On vient de nourrir son ego. Une image de soi sociale. Mais si on se libère de l'ego, on travaille un peu plus sur son estime de soi, eh ben, je pense à moi, je pense à ma famille, je pense à mes petits groupes d'animaux dont je fais partie, qui vont changer mon bien-être aussi. Donc on vient sur un ralentissement, c'est clair, on a parlé on parle de slow food aujourd'hui, on parle de slow management, plein de gens changent de carrière, on l'a vu sur aussi le reportage, et c'est pas que simplement des personnes célibataires à vélo, c'est aussi des gens qui... Non, mais, parce que c'est un peu plus facile de le faire quand on est célibataire à 20 ans que quand on en a 40 avec une famille et un crédit sur le dos. Donc, mais des gens qui changent effectivement de vie, qui passent de cadre supérieur à d'un coup je deviens artisan et qui repassent un CAP de plombier. Moi j'en ai accompagné quelques-uns comme ça, des mutations extrêmement importantes. Et je crois que c'est Socrate qui dit justement dans ce mouvement-là aussi de prise de conscience, c'est que on a deux vies. On a deux vies et en fait on commence la deuxième quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. C'est pas mal. Jolie chute, jolie chute. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Fabien Deloche. Pas mal, je note la phrase, j'aime bien. Un dernier zoom à présent sur ce qui va changer dans notre relation à notre santé et à notre alimentation. Et on va en parler cette